Il existe une idée fausse récurrente qui revient chaque fois que l'on mentionne le tantra. L'hypothèse selon laquelle il traite principalement du plaisir, de la transgression ou de techniques corporelles spécifiques. Cette lecture superficielle ignore le fait que le tantra apparaît comme un système rigoureux d'investigation de la réalité. Dans le taoïsme, lorsqu'un enseignement est réduit à son aspect le plus frappant, cela indique une perte d'axe interprétatif. Le problème ne réside pas dans le symbole utilisé, mais dans l'incapacité à le lire en profondeur. Le tantra ne commence pas dans le corps, il commence dans la structure de la conscience. La bonne question n'est pas ce que fait le tantra, mais ce qu'il décrit. C'est ce changement de perspective qui modifie complètement la compréhension du sujet. D'un point de vue conceptuel, le tantra propose qu'il n'existe pas de séparation réelle entre la conscience, l'énergie et la matière. Cette affirmation n'est ni poétique ni métaphysique, mais fonctionnelle. Ce que nous percevons comme le monde extérieur et le monde intérieur sont des expressions du même champ continu. Le taoïsme reconnaît ce principe en affirmant que la forme et le vide opèrent ensemble. Le tantra organise cette perception de manière systématique, offrant une grammaire pour comprendre la manifestation. Lorsque cette grammaire est ignorée, l'enseignement se fragmente. Il en résulte une confusion entre la méthode et l'essence. La signification du tantra se perd précisément dans ce décalage. Le canal Solstice a été créé pour corriger ce type de lecture déformée, en proposant une approche conceptuelle claire et structurée. L'objectif est d'offrir une lecture symbolique, philosophique et psychologique des schémas déjà actifs dans la vie quotidienne. Solstice ne travaille pas avec une motivation superficielle, mais avec une compréhension structurelle. La connexion recherchée ici est à la fois intellectuelle et pratique. Cela crée une continuité entre la pensée, le sentiment et l'action. Considérez un événement courant, l'épuisement qui survient même lorsque tout semble aller bien extérieurement. Le taoïsme interprète cela comme un signe de désalignement entre l'action et la nature interne. Il s'agit donc d'apprendre à lire ces signes avant qu'ils ne se transforment en effondrement. C'est un contenu destiné à ceux qui comprennent que répéter un effort ne résout pas les erreurs de direction. Le gain n'est pas un enthousiasme momentané, mais une économie vitale à long terme. Tout comme ajuster le gouvernail évite de ramer à contre-courant, ajuster la perception évite une usure inutile. Le Tao enseigne que la réalité répond à la qualité de l'ajustement et non à l'intensité de la force. Cette idée contraste directement avec la logique moderne de productivité constante. Lorsqu'elle est appliquée à la vie psychique, elle révèle pourquoi tant de pratiques échouent malgré la discipline. Ce n'est pas un manque d'engagement, c'est une erreur de lecture de son propre fonctionnement. Le contenu de cette chaîne travaille précisément sur cette couche invisible. Il montre comment des schémas cachés opèrent avant les décisions conscientes. Comprendre ces schémas redonne une autonomie réelle et non un contrôle illusoire. Il s'agit là d'une différence conceptuelle décisive. La signification du tantra peut être observée dans des situations quotidiennes simples, comme l'incapacité à maintenir sa présence dans des états d'intensité. Les émotions fortes, le désir, la peur ou l'excitation révèlent rapidement les limites de la conscience commune. Le tantra ne condamne pas ces états, ni ne les exalte. Il les utilise comme des instruments de lecture de la relation entre l'énergie et l'attention. Le gain proposé ici est d'apprendre à maintenir l'intensité sans fragmentation. Pour ceux qui ont le sentiment de perdre quelque chose précisément dans les moments les plus intenses de la vie, cette étude est directement applicable. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le tantra ne cherche pas à briser les limites, mais à les organiser. Il enseigne que l'énergie sans conscience engendre la désorganisation et que la conscience sans énergie engendre la stagnation. C'est une équation simple, mais souvent ignorée. Le taoïsme décrit cette erreur comme le fait d'agir en dehors du rythme approprié. Le tantra détaille comment cette erreur se produit dans l'expérience humaine. Sa valeur réside dans le fait qu'il offre des critères clairs d'intégration, et non dans le fait qu'il encourage les excès. Lorsqu'il est bien compris, il se révèle être l'un des systèmes les plus exigeants jamais formulés. Si ce type d'approche vous semble pertinent,
vous abonner à la chaîne Solstice est un moyen de rester en contact avec ce domaine d'études en constante évolution. Aimer la vidéo aide à signaler que ce type de contenu a encore sa place. Il n'y a pas d'urgence, seulement une cohérence entre l'intérêt et l'action. Le Tao ne force pas, il répond. Cet espace continuera d'exister pour ceux qui reconnaissent la valeur de la clarté silencieuse. Lorsque l'on observe l'émergence historique du Tantra, il faut remonter à l'Inde entre le VE et le IXe siècle, période marquée par d'intenses débats philosophiques et des crises internes dans les traditions spirituelles. Le ritualisme védique était devenu excessivement formel, tandis que l'ascétisme radical produisait un éloignement de la vie concrète. Dans ce contexte, les écoles tantriques ont commencé à enregistrer des textes qui ne rejetaient pas le monde, mais le considéraient comme un champ légitime de réalisation. Les manuscrits circulaient de manière confidentielle, non pas par mystère théâtral, mais parce qu'ils exigeaient une préparation intellectuelle et une stabilité psychique. Le Tantra est donc né en réponse à une impasse réelle et non comme une rupture extravagante. Son point de départ n'était pas le corps, mais la question de savoir comment la conscience se manifeste dans la matière. Cette origine indique déjà que son sens ne peut être réduit à des techniques isolées. Au cours des premiers siècles de l'ère commune, dans des régions comme le Cachemire et le Bengale, circulaient des manuscrits qui n'étaient ni enseignés sur les places publiques, ni récités lors de rituels publics. Il s'agissait de textes transmis dans des cercles restreints, écrits dans un langage technique et symbolique, exigeant une préparation intellectuelle et une stabilité psychique. Ces textes décrivaient la réalité non pas comme quelque chose à abandonner, mais comme un système intelligible qui pouvait être lu à partir de l'expérience directe. Le Tantra est né dans ce contexte, non pas comme une rupture religieuse, mais comme une réponse aux limites perçues dans les traditions en vigueur. Ces auteurs observaient que les pratiques basées uniquement sur des rituels externes ou un renoncement radical ne parvenaient pas à expliquer la complexité de l'esprit humain. Le problème n'était pas la dévotion, mais l'absence d'un modèle fonctionnel de la conscience. À partir de cette lacune, un nouveau système a commencé à se structurer. Ces premiers maîtres tantriques ne recherchaient ni la popularité, ni l'expansion institutionnelle. Beaucoup d'entre eux opéraient en marge des orthodoxies, précisément parce qu'ils proposaient quelque chose de conceptuellement inconfortable. La manifestation n'était pas traitée comme une illusion à nier, mais comme l'expression légitime d'un principe unique. Cette affirmation créait des frictions avec les écoles qui considéraient le monde comme un obstacle spirituel. En affirmant que l'énergie, le corps et l'esprit participent au même processus, le Tantra déplaçait l'axe du sacré. L'absolu cessait d'être un idéal lointain et était désormais reconnu dans la structure même de l'expérience. Ce changement exigeait un autre type de discipline, plus interne et moins visible. C'est là que commençait le véritable défi. Au fil du temps, cette approche a commencé à générer des interprétations contradictoires. Certains se sont rapprochés du Tantra, attirés par ses pratiques intenses, d'autres s'en sont éloignés, le considérant comme dangereux ou transgressif. L'enseignement, cependant, n'a pas changé de nature, seulement d'interprétation. Des techniques qui avaient été conçues comme des instruments d'intégration ont été isolées de leur contexte philosophique. Lorsque cela se produit, la méthode perd sa fonction et se transforme en caricature. L'histoire du Tantra est marquée par ce décalage entre la structure et l'usage. Ce qui était auparavant une rigueur conceptuelle a commencé à être considéré comme de l'exotisme. Et plus le noyau était oublié, plus les aspects périphériques gagnaient en importance. Un exemple clair de cela apparaît dans la façon dont la sexualité est entrée dans l'imaginaire moderne associé au Tantra. Historiquement, elle occupait une place spécifique et délimitée, liée à l'observation de l'énergie dans des états de haute intensité. Elle n'était ni le centre ni la finalité, mais un champ d'étude. Sans une préparation adéquate, cependant, ce champ devenait une source de confusion. Les textes classiques mettaient explicitement en garde contre cela, mais ces avertissements étaient rarement transmis avec les pratiques. Il en résulta un renversement complet de l'enseignement. Ce qui exigeait le plus de conscience fut recherché avec moins. Cette distorsion n'était pas accidentelle, mais la conséquence directe de la perte de la lecture structurelle.
En observant ce parcours historique, il devient évident que la signification du Tantra n'a jamais résidé dans ses éléments les plus visibles. Il a toujours fonctionné comme un système de réorganisation de la perception. Sa question centrale n'était pas de savoir comment intensifier l'expérience, mais comment la maintenir sans fragmentation. Cette question reste d'actualité car elle touche à une limite constante de la condition humaine. L'émotion, le désir et la pensée continuent à fonctionner avec force, tandis que l'attention reste instable. Le Tantra a été l'un des premiers systèmes à diagnostiquer ce déséquilibre et, plus important encore, à proposer des critères pour le corriger. Ces critères ne sont pas moraux, mais fonctionnels. Comprendre le Tantra exige d'abandonner la recherche de réponses rapides. Il a été conçu comme une manière progressive d'interpréter la réalité. Au fur et à mesure que ce contenu avance, la proposition est de reprendre cette interprétation structurelle avec calme et rigueur. Non pas pour retrouver une tradition ancienne par nostalgie, mais pour comprendre un modèle qui reste fonctionnel. La signification du Tantra n'appartient pas au passé, elle décrit des modèles encore actifs. Rester jusqu'à la fin n'est pas un geste de curiosité, mais de cohérence avec le thème lui-même. C'est ainsi qu'un système commence à devenir intelligible. Lorsque l'on tente de résoudre le déséquilibre interne uniquement par la force de volonté, une discipline rigoureuse ou la pensée positive, l'effet est généralement cumulatif et régressif. Ces approches agissent à la surface du comportement sans réorganiser la relation entre l'attention et l'énergie. Le résultat le plus courant est une augmentation de la répression interne suivie d'épisodes d'épuisement ou de compulsion. D'un point de vue psychologique, cela équivaut à contenir la pression sans redistribuer le flux. Le Tantra identifie cette erreur comme une intervention au mauvais niveau du système. Résoudre sur le plan mental ce qui est structurellement énergétique produit des effets secondaires prévisibles. Le premier d'entre eux est la fragmentation croissante de l'expérience. D'autres tentatives courantes incluent la fuite sensorielle, la spiritualisation abstraite ou l'hyper-intellectualisation du problème. Dans tous ces cas, il y a un refus de maintenir la présence dans les états réels de l'expérience. La fuite sensorielle dissipe l'énergie sans intégration, l'abstraction spirituelle déconnecte le corps et la conscience, et l'excès d'analyse paralyse l'action. Le Tantra observe que ces stratégies échouent parce qu'elles maintiennent la division entre celui qui observe et ce qui est observé. Tant que cette division persiste, le schéma se répète. La répétition n'indique pas un manque d'effort, mais une erreur méthodologique. Le système continue d'essayer de s'autoréguler sans trouver d'axe stable. C'est pourquoi le malaise se prolonge. La pratique correcte proposée par le Tantra commence par la réorganisation de l'attention et non par la modification immédiate du comportement. Il s'agit d'un entraînement systématique à la présence consciente dans des états d'activation modérés. Sur le plan neuroscientifique, cela correspond au renforcement de la capacité de régulation du système nerveux autonome. La pratique ne vise pas la relaxation passive, mais la stabilité attentionnelle sous stimulation. Ce qui est fait est simple dans sa forme et exigeant dans son exécution. On observe l'énergie active dans le corps sans interférer, nommer ou décharger. Ce geste interrompt des schémas automatiques profondément enracinés. Le changement se produit parce que le circuit stimulus-réaction est désarticulé. Cette pratique sert à développer la capacité à contenir l'intensité sans s'effondrer cognitivement. Elle est indiquée car la plupart des schémas dysfonctionnels apparaissent précisément dans des états de forte activation émotionnelle ou sensorielle. En restant présent dans ces états, le cerveau apprend de nouvelles voies de réponse. Des études sur la neuroplasticité confirment que l'attention soutenue modifie les schémas neuronaux au fil du temps. Le Tantra anticipe ce principe en affirmant que la conscience réorganise l'énergie lorsqu'elle ne la fuit pas. La pratique n'exige aucune croyance, seulement une répétition consciente. Le bénéfice n'est pas immédiat, mais progressif et mesurable. Avec le temps, la réaction automatique perd de sa force. La méthode consiste en des séances courtes et fréquentes, de préférence dans des situations réelles de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'isoler la pratique dans des environnements artificiels. Son efficacité dépend de son application dans des contextes où le schéma se manifeste habituellement.
L'attention doit être précise, sans jugement et sans attente de résultat. Le corps est utilisé comme référence objective, évitant les abstractions mentales. Cela réduit les distorsions cognitives courantes, telles que la rationalisation excessive ou l'autocritique. La pratique fonctionne parce qu'elle agit avant la formation de l'impulsion comportementale. Elle réorganise le système à l'origine du schéma. La raison pour laquelle cette approche devrait être adoptée est simple et structurelle. Elle réduit le coût énergétique au fil du temps, au lieu de l'augmenter. Contrairement aux méthodes basées sur le contrôle, cette pratique augmente l'autonomie interne. Le sujet cesse de réagir par compulsion et commence à répondre avec clarté. Cela n'élimine pas l'émotion, le désir ou l'impulsion, mais les intègre de manière fonctionnelle. Le tantra ne promet pas la neutralité émotionnelle, mais la cohérence interne. Cette cohérence est ce qui permet des décisions plus alignées, sans effort excessif. Le résultat est la stabilité avec vitalité, et non une contention rigide. Pour consolider cet engagement à résoudre le problème, laissez dans les commentaires la phrase « Ma présence réorganise l'énergie ». Ce geste simple fonctionne comme un ancrage symbolique et un renforcement cognitif de la pratique. En écrivant, vous extériorisez une décision interne de ne pas fuir l'expérience. Cela crée une continuité entre la compréhension et l'action. La pratique ne se stabilise que lorsqu'elle est consciemment reconnue. Les commentaires ne sont pas une participation passive, ils sont l'enregistrement d'une intention. Et une intention claire est le premier ajustement réel du système. Le tantra peut être compris comme un système de connaissances dont le but est de révéler la structure de l'expérience humaine sans la fragmenter en catégories artificielles. Il ne naît pas comme une pratique corporelle, rituelle ou symbolique isolée, mais comme une architecture conceptuelle qui décrit comment la conscience, l'énergie et la forme s'organisent mutuellement. Son point central est le refus de la séparation entre spiritualité et vie concrète. Contrairement aux voies qui recherchent la transcendance par la négation du monde, le tantra affirme que la manifestation est l'expression légitime de l'absolu. Cette affirmation bouleverse complètement la logique du développement spirituel. L'objectif n'est plus d'échapper à l'expérience, mais de la comprendre dans sa totalité fonctionnelle. Cette totalité n'est pas idéale, mais opérationnelle. Au cœur de la pensée tantrique se trouve l'idée que la conscience et l'énergie sont inséparables. Ce que l'on appelle la conscience fait référence à la capacité de percevoir, de soutenir et d'organiser l'expérience. L'énergie, quant à elle, fait référence au mouvement, à l'intensité et à la différenciation qui rendent l'expérience possible. Lorsque ces deux aspects fonctionnent de manière intégrée, il y a clarté et vitalité. Lorsqu'ils se dissocient, la confusion, la compulsion ou la rigidité apparaissent. Le tantra ne traite pas cette dissociation comme une faute morale, mais comme une erreur structurelle. Cette interprétation rapproche le tantra des approches contemporaines de la psychologie, qui identifient la souffrance comme une désorganisation des systèmes d'autorégulation. La souffrance, dans ce contexte, est un effet, pas une punition. L'analyse tantrique commence exactement à ce point. L'application pratique de cette connaissance exige de comprendre comment les schémas mentaux se forment et se maintiennent. D'un point de vue psychologique, les schémas résultent de la répétition de réponses automatiques à des stimuli internes et externes. Le tantra observe que ces réponses se consolident lorsque l'attention est absente ou fragmentée. Les émotions intenses, le désir, la peur et l'excitation sont des états dans lesquels l'énergie augmente rapidement. Sans présence consciente, cette énergie est automatiquement déchargée, renforçant ainsi le schéma. Avec la présence, l'énergie est intégrée et réorganisée. C'est la base de la pratique tantrique, qui ne cherche pas à supprimer les états internes, mais à les soutenir avec clarté. La transformation se fait par assimilation et non par élimination. Cette approche dialogue directement avec le bouddhisme, en particulier dans son accent sur la pleine conscience et l'observation des phénomènes sans attachement. Cependant, alors que le bouddhisme classique tend à privilégier l'aspect de la conscience observatrice, le tantra met également l'accent sur l'aspect énergétique de l'expérience. Le taoïsme, quant à lui, offre la notion de flux et d'économie d'effort, qui s'aligne sur l'idée tantrique
d'agir en accord avec la nature du processus. Lorsque l'action et le rythme interne sont désalignés, l'épuisement survient. Lorsqu'ils sont alignés, l'efficacité sans tension apparaît. Le tantra peut être considéré comme un système qui intègre la clarté bouddhiste et la vitalité taoïste. Cette intégration évite à la fois la dissociation ascétique et l'excès impulsif. Le tantra redéfinit le concept de libération. Se libérer ne signifie pas éliminer les désirs, les émotions ou les impulsions, mais cesser d'être inconsciemment gouverné par eux. La liberté est fonctionnelle, non idéalisée. Elle se manifeste comme une capacité de choix dans des états d'intensité. Cela exige une maturité émotionnelle et une stabilité cognitive. C'est pourquoi le tantra a toujours été un chemin exigeant, réservé à ceux qui étaient prêts à assumer la responsabilité de leur propre expérience. Il n'y a pas de promesse de confort permanent. Il y a une proposition de cohérence interne. Cette cohérence est ce qui permet de traverser la complexité de la vie sans fragmentation psychique. Le tantra rompt avec la séparation rigide entre le sujet et l'objet. Connaître, ce n'est pas représenter mentalement quelque chose d'extérieur, mais participer consciemment au processus qui se manifeste. Cette attitude exige que le pratiquant fasse partie intégrante de la méthode. L'expérience est à la fois un champ d'observation et un instrument de transformation. Cela explique pourquoi le tantra ne se transmet pas correctement par des simplifications ou des formules toutes faites. Sa connaissance est contextuelle et dépend de la capacité de celui qui observe. En dehors de ce contexte, les symboles et les pratiques perdent leur fonction intégrative. L'occulte, en ce sens, n'est pas un secret, mais une inadéquation entre la méthode et la structure psychique. En résumé, le tantra peut être compris comme une pédagogie avancée de l'intégration de la conscience. Il articule des principes psychologiques, énergétiques et spirituels en un seul système cohérent. Son objectif n'est pas d'échapper à la condition humaine, mais de l'habiter avec lucidité. En intégrant l'attention et l'énergie, le tantra offre une réponse précise à la souffrance générée par la fragmentation interne. Cette réponse n'est ni rapide ni spectaculaire, mais structurelle. Lorsqu'il est bien compris, le tantra cesse d'être un sujet exotique et se révèle comme l'une des lectures les plus complètes de l'expérience humaine jamais formulée. Si chaque action laisse une trace interne, la question qui reste est à la fois simple et difficile. Dans quelle direction cette trace pointe-t-elle lorsque le mouvement cesse ? Le taoïsme enseigne que le sens ne se révèle pas dans l'excès de réponse, mais dans la qualité de l'écoute qui s'établit après la compréhension. Suivre ce cheminement n'offre pas de solution toute faite, mais repositionne le regard. Le bénéfice ne réside pas dans l'accumulation de concepts, mais dans la prise de conscience des lacunes dans la lecture de sa propre expérience. Lorsque la lecture change, l'expérience change avec elle, sans effort supplémentaire. Vu sous cet angle, le tantra n'apparaît pas comme un chemin extraordinaire, mais comme un miroir exigeant. Il ne promet pas la transcendance, seulement la cohérence. En intégrant l'attention et l'énergie, quelque chose s'apaise sans s'éteindre. Cette quiétude n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. Le Tao appellerait cela « agir sans conflit interne ». L'avantage de comprendre cela est de réduire l'usure là où il y avait auparavant une lutte silencieuse. Il ne s'agit pas d'atteindre un état idéal, mais de mettre fin aux frictions inutiles. Lorsque les frictions diminuent, la vie se poursuit avec plus de clarté. Peut-être que l'épiphanie ne réside pas dans la compréhension du tantra, mais dans la reconnaissance du nombre de fois où l'on a tenté des résolutions au mauvais niveau. Forcer des décisions, contrôler ses impulsions, nier ses intensités, tout cela semblait être une action consciente, mais fonctionnait comme une réaction. Ce qui s'est révélé ici, c'est une autre possibilité. Maintenir sa présence avant d'agir. Ce simple geste réorganise plus que n'importe quelle correction externe. Il n'attire pas l'attention sur lui-même. Il fonctionne, tout simplement. Et ce qui fonctionne silencieusement est souvent ce qui transforme le plus. Si une idée a trouvé un écho dans votre propre expérience, elle a déjà commencé à remplir sa fonction. Partager cette perception peut aider d'autres personnes à reconnaître des schémas similaires. Les récits n'ont pas besoin d'être concluants, seulement honnêtes. Chaque expérience élargit le champ de la compréhension collective. Le Tao se manifeste également dans cet échange silencieux.
non pas comme une instruction, mais comme une reconnaissance mutuelle. Le voyage ne s'arrête pas ici, car il n'a pas été conçu comme une ligne droite. Il s'approfondit à mesure que l'attention mûrit. Continuer à suivre n'est qu'une extension naturelle de la curiosité qui s'est déjà activée. L'auto-exploration silencieuse se poursuit en dehors des mots. Le canal reste un espace de retour et d'ajustement. Et la prochaine étape, comme toujours, ne nécessite aucune précipitation, seulement de la présence.